on a là une association avec Annie qui est le choix. Donc on parle bien voilà, le choix citoyen, et donc qui fait plutôt référence au concept de liberté, du droit à mourir. Je vous laisse exposer, Annie, voilà, vos convictions. Effectivement, quelle est les positions de notre association, donc qui est récente. Elle est née en 2018. Elle a été créée pour porter la signature de 500 000 personnes qui avaient suivi 2 pétitions lancées par Nathalie de Bernardi et Marie Godard, toutes 2 ayant autour d'eux des personnes qui étaient atteintes de la maladie de Charcot. Nathalie de Bernardi, c'était son mari qui est mort en France de manière dramatique, et elle voulait donc, que son cas serve pour essayer de dépénaliser l'aide médicale à mourir en France. Et Marie Godard, c'était le cas de son amie Anne Bert, qui elle a eu la chance de partir en Belgique. Voilà. Et donc pour essayer de faire bouger la loi, elles ont créé cette association, espérant en 2018 pouvoir être reçues par le Comité national d'éthique, le Comité consultatif national d'éthique, puisque c'était les états généraux de l'éthique en 2018. Malheureusement, tous leurs efforts n'ont servi à rien. D'ailleurs, le CESE s'était aussi mobilisé à la suite de ces pétitions. Une première commission, temporaire du CESE avait proposé une loi, mais tout ça, qui avait été voté par l'ensemble des commissions du CESE, mais tout ça est resté dans un tiroir, comme nous le savons aujourd'hui. Voilà. Donc nous avons pris le relais. Nathalie Bernardi a quitté l'association. Marie Godard est devenue présidente de notre comité d'honneur. Et heureusement, ces 2 femmes avaient recruté parmi les militants qui s'étaient intéressés à leur cause 2 personnes, qui étaient des militants de longue date de la liberté de la fin de vie. Je veux dire le docteur Denis Labelle, qui dès 2007 avait lancé un manifeste des 2000 soignants qui avaient osé dire qu'ils avaient aidé des malades à mourir, cela pour aider le docteur Tramois qui était alors accusé. Et puis Nathalie Andrews, que tout le monde connaît, une militante de longue date de la fin de vie. Donc ces 2 personnes ont pris le relais et sont devenus les 2 premiers coprésidents de l'association. Ils sont aujourd'hui présidents d'honneur et ils nous ont laissé à moi-même et à Jacqueline Laurent le relais. Voilà donc brièvement l'histoire de notre association. Nous avons aujourd'hui 1500 adhérents, 5000 sympathisants qui sont en fait les personnes qui ont signé les pétitions et qui nous suivent et qui peut-être ne passent pas le pas d'adhérer, mais qui nous suivent beaucoup. Voilà. Alors maintenant, je vais peut-être effectivement revenir sur la signification de notre appellation. Le choix citoyen pour une mort choisie, parce qu'effectivement, nous pensons que, et moi je le pense vraiment profondément, que c'est une question de liberté et non pas de dignité. Dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il y a autant de dignité à accepter sa maladie, à accepter son état de plus en plus douloureux ou de plus en plus dépendant des autres, comme il y a autant de dignité dans d'autres cas à refuser ce cas-là et à se dire maintenant mon corps ne sert plus mon esprit donc je veux en finir, parce qu'à chaque fois nous considérons qu'il y a l'expression d'une liberté et de quelqu'un qui veut être en cohérence avec ses valeurs. Je veux dire qu'il est aussi respectable que quelqu'un qui, pour des raisons religieuses, veut aller jusqu'au bout. C'est sa liberté, c'est l'expression de sa dignité, qu'il y a autant de liberté et de dignité à quelqu'un qui, ne croyant pas à la délivrance de Dieu, eh bien, estime qu'il est de son devoir de se prendre en charge jusqu'au bout. Je rappelle justement à ce propos que nous nous rattachons finalement aux philosophes antiques pour qui Sénèque, enfin les stoïciens, etc., dans l'Antiquité, lorsque le corps ne servait plus l'esprit, il était envisageable, normal, de décider de mettre fin à sa vie. C'était quelque chose de possible. Saint Augustin, avec l'ère du christianisme, Saint Augustin a considéré que attenter à sa propre vie était un meurtre, comme tu ne tueras point. Le tueras point, ça s'adressait à soi aussi. Et donc c'est cet interdit chrétien qui a marqué toute
toute cette évolution vers le suicide, quelque chose de répréhensible. D'ailleurs, jusqu'à la Révolution, le suicide était... Oui. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Bon, alors je vais poser le... Bon, d'accord. Ok. Donc... C'est bon. Oh. Donc le suicide était, jusqu'à la Révolution, était sévèrement puni. Les familles de suicidés, les biens étaient confisqués, etc. Donc, et ça, c'était le poids de l'interdit chrétien. Voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire. Donc, à quoi nous nous sommes, j'allais dire, occupés dans notre association? Effectivement, nous avons mis au point toute une charte de ce que nous voulons pour la future loi. Et nous l'avons mis en point notamment à travers un ouvrage que nous avons réalisé l'année dernière, basé sur les nombreux témoignages que nous avons reçus de familles qui étaient hantées littéralement par des agonies terribles de leurs proches, ou bien par l'obligation de partir en Belgique ou en Suisse pour échapper justement à une fin terrible. J'ai amené d'ailleurs de ces livres. Ça s'appelle La loi Cleonetti, ses erreurs et ses insuffisances, témoignages de famille. Et justement, dans ce livre, nous avons, à travers l'analyse des témoignages que nous avons reçus, nous avons constaté qu'un certain nombre d'agonies provoquée par la sédation profonde telle qu'elle est mise en place par la loi Cleonetti provoque des agonies très longues parce qu'elle est basée sur un protocole défini par la SFAP. La SFAP, c'est la société de soins palliatifs qui est dominée par une idéologie très, très catholique et qui en fait considère que cette sédation doit être, la personne doit mourir naturellement et non pas de par l'effet de sédatif. Donc, on opère avec des doses de sédatifs légers et pour que la personne meure quand même, on ôte l'hydratation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On ôte l'hydratation, on ôte l'alimentation et en ôtant l'hydratation, on provoque une insuffisance rénale aiguë et c'est elle qui provoque la mort. Mais en fonction des personnes, de la résistance du cœur, etc., cela peut prendre beaucoup de temps. Donc, d'où la première critique que nous faisons à la loi Cleonetti, c'est qu'en fait, l'application de la sédation telle qu'ils le font n'est pas du tout conforme à la sédation telle qu'elle se pratique par exemple en Belgique où elle est beaucoup plus rapide. Hein. En Belgique, on fait une sédation qui peut durer au maximum 36 heures et non pas 10 jours, 15 jours comme on l'a entendu dans les témoignages. Donc c'est le premier point sur lequel nous pensons qu'il serait bon de travailler la loi, c'est de modifier le protocole d'application de la sédation profonde telle qu'elle est faite en France pour que nous arrivions à des sédations, j'allais dire humaines, douces et brèves, sans souffrance de la part de la personne, parce qu'on ne sait pas ce que la personne ressent pendant cette longue agonie, et puis surtout de la part des proches autour, enfin, qui voient la personne dépérir, bouger, enfin, ils sentent bien que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc la première chose que nous voudrions, c'est, disons, modifier le protocole d'application de la sédation profonde telle qu'elle est faite aujourd'hui, parce que nous pensons que dans le futur, même si nous arrivons à avoir une dépénalisation de l'aide médicale à mourir, nous aurons toujours des personnes sans doute qui préféreront avoir une sédation, disons, qui permette disons, s'endormir chez eux en 24 ou 36 heures, entourés de leurs proches. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que nous voudrions voir changer dans la future loi, si nous y arrivons, oui. Désolé, il faudrait alors, je crois, si j'ai bien compris, descendre comme ça de manière à ce que le souffle passe au-dessus. Tout ça est bien compliqué. Mais... Alors ici, comme ça comme ça. Bon. Vous pouvez le remonter un petit peu, voilà, non, le remonter encore un petit peu, qu'il soit droit, mais pas trop l'approcher des lèvres de manière à ce que le souffle passe au-dessus. Bon. Si j'ai bien compris, l'exercice est compliqué, mais ça devrait marcher comme ça. C'est ça Excusez-moi. Alors, je vais y arriver. Deuxièmement, nous souhaitons que la loi qui va être votée, si elle autorise l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté, on verra après,
puisse être déclenchée lorsque le malade lui-même ressent des souffrances des souffrances réfractaires et insupportables, et c'est lui qui jugera ces souffrances. Et dans les souffrances, on inclut non seulement les souffrances physiques, mais les souffrances morales. Parce que toutes les maladies dégénératives, on sait soigner les souffrances physiques. Ce qu'on ne sait pas soigner, c'est la souffrance morale de quelqu'un qui voit progressivement perdre son autonomie, sa mobilité, qui vit entouré d'un certain nombre de dépendances et qui finalement se dit progressivement qu'est-ce que c'est que cette vie que je vis à l'heure actuelle. Donc ce que l'on voudrait, c'est que la personne puisse dire « je voudrais une aide médicale à mourir » quand elle-même, elle juge que ses souffrances sont insupportables, à la fois, je le répète, physique et psychologique et morale. Donc, supprimer la notion de pronostic vital engagé, puisqu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de malades décident de partir en Belgique ou en Suisse, quand vous avez une maladie dégénérative, comme la maladie de Charcot ou d'autres maladies, si vous avez, tant que vous n'êtes pas à l'orée de la mort, vous ne pouvez pas avoir la sédation profonde et continue. Moi, l'année dernière, j'ai aidé quelqu'un à partir en Suisse. Il était atteint d'une neurofibromateuse neuronale. Il avait commencé, il n'entendait plus du tout. Il allait perdre la vue, il allait perdre sa mobilité. Il a demandé au service de soins palliatifs qu'on lui fasse une sédation profonde. On lui a dit « Mais monsieur, vous pouvez encore vivre longtemps ». En perdant progressivement ses capacités. Et donc, il a décidé de partir en Suisse. Voilà. Donc ça, il faudrait absolument que cette notion de pronostic vital engagé soit donc supprimée. De même que dans la loi, la notion de stade avancé, qui est très subjectif. Qu'est-ce que veut dire une maladie à un stade avancé? Encore une fois, il faudrait que ce soit le malade lui-même qui, à un moment donné, quand il a une maladie, je répète bien sûr, incurable, pour laquelle on n'a pas de solution, que ce soit lui qui dise « maintenant stop, je veux partir ». Voilà. Ce sont les principales demandes que nous avons. Par ailleurs, si nous voulons que la loi future soit applicable, il nous semble que la collégialité qui va, disons, statuer sur la recevabilité d'une demande, vous savez que c'est prévu qu'il y ait une collégialité faite de 2 médecins ou de 3 médecins, ça nous paraît excessif. S'il faut réunir 3 médecins pour examiner un cas et savoir si la maladie est recevable ou non de l'aide médicale à mourir, il y a quand même un certain nombre de territoires en France où on aura beaucoup de difficultés à trouver 3 médecins qui rapidement pourront se statuer. Donc ce que nous demandons, c'est que la collégialité soit réduite à 2 personnes, soit 2 médecins, soit le médecin traitant et la personne de confiance, mais pas plus. Voilà ce que nous voulons. Sachant que la bataille certainement va être assez rude. Nous l'avons vu au niveau de la Convention citoyenne. Effectivement, on a entendu beaucoup les religieux, toutes les grandes religions s'exprimer, très peu d'autres positions. Et je pense qu'il est très important que le pacte ait pu être créé, parce qu'il va falloir donner de la visibilité à tous ceux qui ont envie que la loi existe. Or, aujourd'hui, on entend beaucoup d'opposition, mais le camp laïque, si je puis dire, est peu audible, et il faut absolument qu'il soit plus audible pour que nous arrivions à avoir une loi. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, en termes d'action, nous-mêmes, nous travaillons à la future loi. Et notamment, nous avons une commission médicale qui s'est constituée autour de Denis Labelle, qui réunit aujourd'hui une vingtaine de médecins et qui travaille à un programme de formation qui permettrait aux médecins, disons,
d'aborder facilement cette réforme qui pour eux est quand même quelque chose d'important, qui peut venir en contradiction avec le serment d'Hippocrate. Voilà. Donc nous travaillons à cela pour faciliter, disons, la mise en place de la loi. Alors nous avons une commission médicale qui réunit des médecins généralistes, des médecins hospitaliers, souvent à la retraite, et qui travaillent en ce moment à ce programme de formation qui pourrait être un programme de formation continue en quelque sorte, qui serait offert aux médecins. Ce que nous voulons aussi, c'est que, en fait, il n'y ait pas de frontière entre les soins palliatifs, qu'il n'y ait plus de frontière entre les soins palliatifs et puis l'accession à l'aide médicale à mourir. Finalement, comme ça se passe en Belgique, en Belgique, vous êtes en soins palliatifs et vous avez à un moment donné la possibilité de dire, écoutez, stop, là je pense que je suis au bout du chemin, j'en ai parlé avec mes enfants, etc. Ils sont OK et je préfère avoir une aide médicale à mourir. Il n'y a pas de frontières et c'est ça auquel nous aimerions aussi travailler avec le corps médical, de manière à ce que qu'il n'y ait pas de frein idéologique qui freine l'application de la loi. Voilà à quoi nous travaillons. Alors pour cela, donc nous entamons beaucoup d'actions de sensibilisation des hommes politiques. Donc par exemple, ce livre a été envoyé à l'ensemble des députés et des sénateurs, ainsi qu'un certain nombre de médias. Il a également été envoyé aux membres du CESE, la commission temporaire du CESE qui a récemment fait des propositions qui sont extrêmement intéressantes sur l'application de la loi, notamment la notion de soins. Le CESE préconise que, en fait, l'aide médicale à mourir constitue un soin qui soit en fait mis dans le protocole de la sécurité sociale et qui soit remboursé en tant que tel. Ce que ne semble pas tout à fait suivre pour l'instant le pouvoir politique. Donc c'est quelque chose d'important que en fait, ce soit un soin considéré comme un autre soin. Voilà, c'est très important. L'IVG, légalisé voilà, en 1975 et remboursé en 1983 seulement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, en ce moment, nous continuons donc à sensibiliser les pouvoirs politiques parce que disons que la discussion de la loi est devant nous et que les signaux que nous avons sont assez ambigus quand même. On ne sait pas très bien vers quoi on va. Donc nous nous employons beaucoup à faire du lobbying des pouvoirs politiques par des lettres, des contacts, de manière à faire passer nos idées. Voilà. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons également la commission médicale dont je vous ai parlé, qui prépare en quelque sorte une formation des médecins pour faciliter la mise en place de l'aide médicale à mourir. Est aussi une commission qui est à l'écoute aujourd'hui de toutes les personnes, adhérentes ou pas, qui se trouvent confrontées à une impasse médicale, qui sont confrontés à une maladie incurable dont qu'ils ne savent pas résoudre. Et nous les aidons. La commission médicale audite, reçoit ces personnes, reçoit leur dossier. Et si effectivement ces maladies sont considérées comme des maladies incurables, puisque vous savez que les critères de la loi seront une maladie incurable pour laquelle il n'y a pas de solution, eh bien nous les orientons vers aujourd'hui la Belgique ou la Suisse. Et donc Claudette Piret qui est là est l'un de nos relais importants sur ce chemin. Voilà. Donc c'est aussi le travail que nous faisons avec la commission médicale aujourd'hui dans notre association, d'aider les personnes aujourd'hui
s'ils sont vraiment dans une impasse médicale et que ça relève tant de la loi belge ou de la loi suisse, nous les aidons à s'orienter vers ces pays en attendant que la France ait enfin une loi qui soit opérationnelle, si je puis dire, voilà, ouverte. Voilà. Merci beaucoup Annie pour cet exposé très complet. Je retiens parmi les points que vous avez évoqués cette nécessaire complémentarité entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Pour nous, il n'y a pas d'opposition, vous l'avez bien souligné, entre les soins palliatifs qui doivent être impérativement renforcés et l'aide active à mourir. On oppose, voilà, dans notre démarche, on n'oppose pas l'un et l'autre, mais on les considère comme des démarches nécessaires et complémentaires l'une à l'autre. L'importance aussi, comme ils sont en tout à Belgique. fait. L'importance également, vous l'avez souligné, de notre pacte progressiste, parce que derrière, il y a aussi la volonté effectivement que les structures laïques puissent être audibles et que 6% de l'opinion n'occupe pas 90% du temps médiatique comme on l'a connu sur d'autres sujets sociétaux. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc on a aussi cette volonté-là. Et puis effectivement, cette crainte qu'on peut avoir, et c'est en ce moment qu'il faut en parler, du risque que la loi qui va arriver reste une demi-mesure, je caricature un petit peu, comme l'ont été les deux lois Leonetti et Claes-Leonetti. Donc effectivement, une vigilance est de mise sur ces questions-là.